Ce matin, on vous a annoncé un spectacle. Voici le décor. Il est vieux, non? Souvent, quand on est assis sur une chaise ou dans un fauteuil roulant, qu'on ne voit pas grand monde, on a le nez sur les murs, on regarde les murs. On finit par apprendre à les aimer, parfois. Janvier 2018, Vimoutier. Je rencontre pour la première fois des personnes qui habitent la résidence Jade Lacroix, des personnes qui viennent de leur domicile, Vimoutier, essentiellement. Et avec la DMR, je leur propose de nous rencontrer pendant 8 semaines pour ensemble discuter, se raconter nos vies, nos expériences, nos découvertes, nos tracas. Et de tout cela, essayer d'imaginer une histoire, ou 2 ou 3, selon. Et je leur dis, je suis venu pas tout seul, je suis venu avec des photographes, qui, si vous voulez bien, prendront des photos, là, mais aussi, pourquoi pas, chez vous. Les photos que vous avez autour de vous sont nées de ce projet, ainsi que les histoires que je vais vous raconter. 2 histoires. C'était une petite ferme du pays d'Auge, coincée dans un petit vallon. On disait qu'il y faisait bon d'y être l'été, et l'hiver, quand le brouillard était là, oh, c'était une autre histoire. Dans cette petite ferme vivait un paysan, sa femme, leurs 2 enfants, ainsi que la grand-mère et le grand-père, les parents de la paysanne. Le soir à table, quand c'était l'heure de la soupe, il y avait toujours des histoires à raconter. Quand vous vivez au milieu d'une basse-cour, avec des vaches, des chevaux, des ânes, personne ne s'ennuie. Tout le monde passait un bon moment. Puis on allait se coucher. Un samedi matin, le père, il dit, après le café, aujourd'hui, le technicien, il vient, avec la bête. Le grand-père, il savait ce que c'était que la bête. Il l'attendait. Vers 11h, il est arrivé avec sa voiture toute blanche. La famille était là, au rendez-vous. Le père l'a salué, ensemble, ils ont ouvert le coffre. Puis avec le technicien, ils ont pris la bête. Et le père, il dit au grand-père, t'inquiète pas, cette bête-là, elle ne mange pas de paille, elle ne mange pas de foin. C'est pas beaucoup d'entretien, tu verras. Il n'y arrivera rien. Ils sont rentrés dans la maison. Ils avaient déjà tout préparé. Le technicien, il a enlevé le carton. Et pour la première fois, tout le monde découvrait la bête, la télévision. Il y a eu les petits réglages. Et puis, c'était pas le soir. Le père a dit, on regardera ce soir, ça sera spectacle. Tout le monde est reparti à ses occupations. Est arrivé le dîner, la soupière était sur la table. Le père, il a allumé la chaîne. Et tout le monde a mangé en regardant le spectacle. Ce soir-là, il n'y a pas eu un mot à table. Le grand-père, dans sa tête, il disait « J'aime pas cette bête ». Les semaines se sont enfilées avec un spectacle différent tous les soirs, enfin différent. Ça commençait toujours par le journal. Et voilà qu'un samedi matin, le grand-père, il dit à son petit-fils « Mon gars, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Je t'emmène tuer le cochon. » Oh, il attendait ça depuis longtemps. Le grand-père l'avait prévenu comment ça allait se passer. Mais entre ce qu'on s'imagine et la réalité, il a vu le grand-père avec les 2 voisins prendre le cochon, le monter par les pattes. Il a vu le grand-père prendre un gourdin et un grand coup sur la tête. Et puis le couteau. Ouh, il a fermé les yeux. Puis après, il a découpé le cochon. Quand est arrivé le soir à table, à peine le père, il était là assis. Le petit, il a dit, papa, tu sais quoi? Eh bien, ce matin, on a tué le cochon. Tais-toi, tais-toi, c'est l'heure du journal. Le petit, il a ravalé sa langue. On sait faire quand on est petit. Et puis, il est allé se coucher. Le jeudi suivant, il n'y avait pas d'école. Il pleuvait comme une vache qui pisse, comme on dit dans le coin.
La mère, elle a dit, bon, le père, il n'est pas là, exceptionnellement, on va regarder la télévision. Il doit bien y avoir une émission sur les animaux pour vous. Il était 4 heures, les enfants s'installent, ils ont le goûter, elle allume. Une émission sur les animaux de la ferme. Pour ça, le petit, il attrape le couteau à pain, il dit, maman, maman, regarde, samedi, grand-père, pour tuer le cochon, il a fait comme ça. Il s'approche de la télé, il donne un grand coup de couteau. Et voilà que la télé qui valse derrière. Elle implose, les rideaux prennent feu, la mère pousse un cri, le père arrive en courant. Il attrape un seau d'eau et vlan sur la bête. La mère dit, c'est le petit, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a pris le couteau, il voulait montrer comment le grand-père a tué le cochon. Il s'est pris une gifle, il a fini la journée dans sa chambre. Le grand-père est arrivé, il a dit, oh bah, je savais que ça ferait des histoires, cette bête-là. Il a dit au père, t'inquiète pas, lundi j'irai sur le marché, j'arriverai bien à revendre quelques pièces, t'auras pas tout perdu. Hein. Il l'a posé sur la brouette, et le lundi suivant, il est allé au marché avec. Ah ben en effet, hein, il y avait des intéressés, un fil de cuivre, c'est que ça. Et puis à ce temps-là, on ne perd rien. Il a tout revendu, sauf la caisse. Il est rentré avec, on ne perd rien. Puis en chemin, il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de cette belle caisse. Oh bah, ça a été vite vu. Hein. J'ai dit dans le poulailler, un peu de paille dedans, pour les poules. Je suis sûr qu'elles vont bien répondre. Et tout l'été, la bête, la télé, eh bien, elle a passé ses journées au poulailler. Quand est arrivé l'hiver, qu'elle pondait moins, le grand-père s'est dit, oh, ça ferait bien une belle crèche. Mais surtout, à table, depuis que la bête n'était plus là, eh bien, les mots, ils sont revenus. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle rêvait d'amour. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse, je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, lorsque minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'éveillera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la jolie princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de la jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, rossignol de mes amours, lorsque minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'éveillera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Rossignol, rossignol. Colombe, quand elle est née,
Elle ne savait pas qu'elle chanterait un jour cette chanson. Colombe, elle est née un jour étrange. Elle est née le jour de la mort de sa grand-mère. Si bien que sa mère, quand elle avait la petite dans ses bras, elle était partagée entre la joie de la naissance et la tristesse du départ. Elle est restée longtemps dans sa chambre avec sa petite. Un matin, elle entend frapper à la fenêtre. Elle tire le rideau. 3 petites fées. Elle ouvre. Les petites fées la rassurent et lui disent « Nous venons de la part de la grand-mère. Nous voudrions voir la petite. » Elle s'approche du berceau. L'une lui dit « Tu auras le don des plus grandes couturières, Colombe. » La deuxième ajoute « Tu auras le don de la gentillesse. » Quant à la troisième, elle s'approche tout près de son oreille et elle lui glisse « Tu auras le don de la générosité. » Les 3 petites fées restent un instant et puis repartent par la fenêtre. La maman ferme la fenêtre et puis elle s'occupe de sa petite. Et c'est vrai que dès qu'elle s'est mise à marcher à 4 pattes dans la maison, elle passait son temps à chercher aiguilles, fils, bouts de laine. À l'âge de 4 ans, un jour, sa mère voit Colombe lui tirer son tablier et lui montrer une chaussette. Elle avait reprisé elle-même un bouton à la place d'un trou. Quand Colombe a grandi, qu'elle était d'âge à aller à l'école, le jeudi après-midi, elle n'allait pas jouer le long de la vie à Vimoutier, non. Elle allait chez la couturière du centre-ville. Et elle passait son temps à apprendre. Oh, les ourlets n'avaient plus de secret. Les manches, les cols. Elle découpait même. Un jour, la couturière, elle dit à son mari, le garde champêtre, René, elle est vraiment très très douée. Et René, à force de l'entendre répéter ça, qu'elle était vraiment très très douée, la petite, il lui dit, mais il faudrait l'envoyer à Paris quand elle sera grande. Va à Paris, où est-ce que tu veux qu'on aille à Paris? On connaît personne. Oui, mais moi je demanderai au château de l'Horloge, à la comtesse. Son fils, il vit là-bas. Demande-y toujours. Le garde champêtre, il a demandé à la comtesse. La comtesse, elle en a parlé à son fils. Et voilà Colombe, quand elle a eu l'âge de 14 ans, elle s'est retrouvée avec les valises prêtes. Elle a dit au revoir à ses parents. Et avec le fils de la comtesse, en calèche, elle est allée prendre le train à Lisieux. Quand elle est arrivée à Paris, il y avait tellement de monde dehors qu'elle dit au fils de la comtesse c'est le jour du marché aujourd'hui? Oh non, Colombe. Ou alors c'est le jour du marché tous les jours ici, tu sais. Allez, viens. Et il l'emmène pas très loin de la Seine dans une petite ruelle, une belle maison. Il sonne, un valet ouvre. Il l'attend. Il remercie le fils du comte, de la comtesse, et puis il emmène Colombe tout en haut, 4e étage, sous les mansardes. Il lui monte une petite chambre, il y a plusieurs lits. Il lui dit « Range tes affaires et puis retrouve-moi en bas, je t'emmènerai voir le patron et la patronne. » Colombe range ses affaires, elle descend. Et devant le patron et la patronne, elle est très impressionnée. Le bureau est magnifique, les rideaux sont d'un autre monde. Le patron lui dit « Ici, mademoiselle, on travaille du lundi jusqu'au dimanche midi. Vous aurez l'autorisation d'aller à l'église si vous allez à la messe, dès 11h. Et puis le dimanche après-midi, ne comptez pas aller vous promener dans Paris, vous êtes encore bien trop jeune. Nous verrons ça plus tard. Lié d'amitié avec les autres filles et surtout pas d'histoire. » Et Colombe se met au travail. Elle enfile les jours, elle enfile les semaines, elle enfile les mois. Au bout de 3 mois, le dimanche après-midi, elle décide de se confectionner une robe. Elle s'imagine le jour où elle pourra enfin aller se promener dans Paris. Elle y met tout son cœur. Elle a récupéré des morceaux de tissu de l'atelier, du fil, elle a tout ce qu'il faut. C'est l'été, il fait chaud. Elle est sous sa mansarde et puis elle découpe, elle coud. Et elle chante la chanson du Rossignol. La chanson du Rossignol, elle la chante et ce jour-là, la lucarne est ouverte et dans la rue passe un baladin avec son violon. Il l'entend, il écoute et après avoir écouté la chanson du Rossignol jusqu'au bout, voilà que le baladin répond de la rue à Colombe. Le baladin. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent et les étoiles leur parlent de danser
Des vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons, dressés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi le ronde folle, passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas les gens tendus vers eux. Danse donc, joli baladin, c'est la balade, c'est la balade. Danse donc, joli baladin, c'est la balade d'Arlequin. Les baladins qui serpentent les routes, qui sont-ils donc dans leur costume d'or des vagabonds ou des dieux en déroute? Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune d'une branche de houx jusqu'au sapin gelé. Ils sont accompagnés dans leur ronde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariés. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage, et je reste tout seul avec mes lendemains. Danse donc, joli baladin, c'est la balade, c'est la balade. Danse donc, joli baladin, c'est la balade d'Arlequin. Colombe écoute jusqu'au dernier mot, et comme dans les contes, elle attrape une bobine de fil et la lance par la lucarne. Le baladin, il la voit tomber, il la ramasse, il sonne à la porte. Le valet lui ouvre. Il y a ça qui est tombé de la lucarne là-haut. Ça doit être à vous. Moi, je ne suis pas voleur, alors je rends votre dû. Il n'a pas le temps de lui donner que Colombe est là. Quand il la voit, elle est encore plus belle que sa voix. Vous voudriez bien peut-être une petite promenade dans Paris, mademoiselle? Le valet le regarde, lui dit, monsieur, elle est ouvrière ici, elle ne peut pas sortir. Puis il regarde Colombe et lui dit, Colombe, dans la maison, tu es bien la plus gentille. Il n'y a que toi qui me dis bonjour. Alors écoute, je veux bien que tu ailles te promener, hein, mais à 19h ce soir, tu es là. Colombe, elle est remontée chercher un petit gilet, elle est redescendue en courant, et la voilà dans la rue avec le baladin. Il y a tellement de monde qu'elle lui dit, c'est jour de marché aujourd'hui? Oh, toi tu vas de la campagne. Mais non, c'est pas jour de marché, allez viens, je t'emmène au Luxembourg. Tu verras là-bas, il y a un square, il y a toujours des musiciens, je t'emmène danser. Et puis Colombe, elle a dansé tout l'après-midi. Ils sont assis sur le banc, elle lui a raconté sa vie à Vimoutier, son arrivée à Paris. Et puis lui, sa vie de baladin. Enfin, il n'en a pas trop dit. Ça dit jamais trop, les baladins. Puis à 19h, elle était devant la porte. Le samedi suivant, il est venu la rechercher. Le dimanche suivant, il est venu la rechercher. Et puis tous les dimanches. Un dimanche, il lui a dit, Colombe, on va aller au Trocadéro. Je vais prendre mon violon, tu vas chanter la chanson. Et puis, on verra. On se fera un petit peu d'oseille, je pourrais t'offrir un petit restaurant. Et les voilà tous les deux sur le Trocadéro. Il sort son violon, Colombe, elle chante. À la fin, il passe le chapeau. Il y a assez d'argent pour un petit restaurant. Et de dimanche en dimanche, Colombe, elle vit. Un dimanche, elle dit à Baladin, dimanche prochain, j'aurai ma valise. Je ne rentrerai pas. Je viendrai chez toi. Oh, passez vite, ma belle. Chez moi, tu sais, c'est une garçonnière. Je ne suis pas tout seul. Puis les autres gars, je leur ferai pas confiance. Pas question. Mais on trouvera un endroit, t'inquiète pas. Le dimanche suivant, Colombe,
Elle a prévenu le patron, la patronne. Elle dit au revoir au valet. Elle a mis sa belle robe. Ils arrivent sur le Trocadéro. Baladin sort son violon. Elle chante. Parmi le public, il y a un homme qui est très très bien habillé. 3 vestons. Il a sa canne, ses lunettes, sa moustache, sa pipe. Il écoute avec grande attention, mais surtout, il regarde Colombe. Après le chapeau, il est toujours là. Il vient la voir et lui dit « Mademoiselle, votre robe, qui l'a confectionnée ?»« C'est moi, monsieur. »« Et le dessin, qui l'a réalisé ?»« C'est moi, monsieur. »« Très bien. Je m'appelle monsieur Vort. Je suis un des plus grands couturiers parisiens. Rendez-vous lundi si vous cherchez du travail à 8h, rue de Rivoli. Vous demanderez Gabrielle Michon, la première couturière. Si je ne suis pas là, vous lui expliquerez. » Et l'homme s'en va. Baladin, il regarde. Colombe dit « Eh ben t'as gagné le gros lot, ma belle. Rue de Rivoli. Ha ha. Eh ben je t'emmène. » Et voilà qu'il l'emmène. Et quand elle arrive devant la boutique, elle n'en revient pas, Colombe. Des robes de princesse, des costumes de prince. Elle s'imagine déjà apprendre le métier. Tout ce qu'elle ne sait pas, tout ce qu'elle rêve. Pendant ce temps-là, Baladin, lui, il cherche un endroit pour la nuit. Dans la rue derrière, il a trouvé un couvent. Il dit « Colombe, viens, je t'ai trouvé où passer la nuit. » Ils y vont, ils sonnent, une sœur ouvre. Et Baladin, avec sa voix, « Excusez-moi ma sœur, mais j'ai mon ami là, il vient de la campagne, Vimoutier. Demain, elle a rendez-vous à 8h chez monsieur Vort, couturière. Est-ce que vous pourriez l'accueillir pour une nuit? Moi, je suis qu'un baladin dans ma garçonnière, vous voyez bien. » La sœur dévisage Colombe des pieds à la tête. « T'as l'air d'être une fille bien. Tu peux rester ici, plusieurs nuits si tu veux. »« Ah oui, parce que elle n'a pas gagné son mois tout de suite. » Et Baladin, sans même déposer un bisou sur la joue de Colombe, il lui fait un petit clin d'œil, il lui dit « Allez, bonne chance ma belle. » Il tourne les talons et il s'en va. Colombe le regarde partir, mais la sœur l'invite à entrer. La porte se referme. Le lendemain, à 8h, elle est chez monsieur Vort. Il n'est pas là. Elle est reçue par la première couturière qui la prend dans son bureau, qui lui dit « Mademoiselle, ici, il faudra mériter votre place. Vous devrez montrer tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez faire, mais petit à petit. Vous devrez faire vos preuves. Puis pas d'histoire avec les couturières. » Et Colombe, elle est repartie du début. Les ourlets, les manches, les cols. 6 mois plus tard, elle était première couturière à la place de la première couturière. Elle recevait des mains propres de monsieur Vort les dessins pour qu'elle puisse les réaliser. Au début, Colombe respectait les dessins au millimètre près. Puis elle s'est autorisée quelques fantaisies. Un jour, ça a été trop. Monsieur Vort l'a convoqué, dit « Colombe, ici, c'est moi qui dessine, et je veux que ce soit exactement ce que je fais. Pas de fantaisie, sinon c'est la porte. » Colombe a baissé les yeux. Elle ne se voyait pas encore prendre la porte. Alors elle a continué à travailler. Elle a travaillé jusqu'à ce qu'un jour, la guerre se déclare. Monsieur Vort convoque toutes les ouvrières, il leur dit « Vous savez, quand c'est temps de guerre, il y a moins d'argent pour les choses, pour les habits. Alors attendez-vous à ce que d'ici quelques semaines, on ferme boutique. » Et en effet, 3 semaines plus tard, la boutique était fermée. Colombe a vécu quelques semaines avec ses économies, puis elle a repris le train. Elle avait prévenu ses parents par courrier. À Lisieux, on l'attendait. Elle est arrivée à Vimoutier. Oh, à la maison, c'était du bonheur de la revoir. Elle rendait des petits services à la couturière. En temps de guerre, il y a toujours besoin de petits services, même s'il n'y a pas d'argent. Mais elle avait du temps, Colombe. Elle aimait aller se promener. Elle pensait à son baladin, à monsieur Vort. Un jour, elle découvre un chemin qui quitte la route et elle voit une pancarte sur laquelle s'est écrit 3 lettres, PSP. Elle se demande ce que cela peut signifier. Elle s'aventure, puis une deuxième pancarte, PSP, puis une troisième, puis une quatrième. Et tout au bout, une haie, et derrière la haie, une petite chapelle, une petite église. Elle regarde. Quand de la chapelle, elle entend une voix chanter. La chanson d'une petite église. Il lui semble reconnaître la voix de Baladin. Je sais une église au fond d'un mont,
dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Et quand je suis là du monde et du bruit, j'y viens à pas lents quand tombe la nuit, faire une prière. Des volubilis en cachent l'entrée, il faut dans les fleurs faire une trouée pour venir prier au lieu saint. Un calme imposant y saisit tout l'être, avec le printemps un parfum pénètre. Muguets et jasmins, des oiseaux parfois bâtissent leur nid sur la croix de bronze où Jésus souffrit. Le vieux curé les laisse faire. Il dit que leur chant est l'hymne divin qui monte des cœurs dans le clair matin vers Dieu notre Père. La petite église est simple, un grand cierge l'éclaire le soir au pied de la Vierge, comme une étoile du printemps. Et Dieu doit aimer la petite église et venir souvent dans l'ombre indécise, bénir ses enfants. Je sais une église au fond d'amour dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière, et souvent lassé du monde et du bruit, j'y viens à pas lents quand tombe la nuit, faire une prière. Colombe saute la haie, elle ouvre la porte de l'église, et il est là. Baladin! Colombe! Je t'attends! Où t'étais passé? Et pour la première fois, tous les deux s'embrassent. Elle le regarde un peu surprise et lui dit « Tu t'es converti ?»« Oh non! Regarde, la chanson est écrite sur le mur, là. Je la chante, en t'attendant. » Colombe, elle l'a présentée à quelques paysans du coin. Il lui a demandé ce qu'il faisait là, d'abord. Il lui a dit « Tu me vois avec un soldat, avec un fusil sur l'épaule. Moi, mon arme, c'est mon violon. Si on me le retire, je meurs sur le champ. Alors je suis là, je me cache. Pas que les gendarmes me prennent, tu sais. » Elle l'a présenté à quelques paysans et pendant les années de guerre, eh bien, il a rendu quelques petits services discrètement. Ils se retrouvaient, ils mangeaient ensemble. À la fin de la guerre, elle l'a présenté à ses parents. Ils l'ont trouvé bizarre, le baladin. Eh, l'amour. Ils se sont mariés. Baladin, lui, il avait promis qu'il resterait baladin. C'était souvent qu'il était parti à Paris jouer. Elle avait revu la couturière. Elle lui avait dit un jour, Colombe, une généreuse comme toi, eh bien, la boutique est pour toi. Prends-en soin. Continue. Elle a continué. Au début, c'était des petits travaux de couture. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est la reprise. Puis un jour, la comtesse est venue la voir. Elle lui a demandé une robe. Ah, elle y a mis tout son cœur. Quand la comtesse a porté la robe, elle a eu un tel succès que les commandes ont commencé à arriver. Elle a pris lien avec la fabrication de tissus d'à côté. Et puis on lui a apporté des beaux tissus, du beau lin, de la soie parfois. Elle avait ce qu'elle voulait, Colombe. De Paris, on lui passait commande.
Avec le baladin, quand ils se retrouvaient, ils allaient animer les fêtes des villages. Ceux qui avaient la chance de les croiser, tous les deux, bras dessus, bras dessous, soit à Vimoutier, soit sur un chemin de campagne, à chaque fois qu'ils les apercevaient, ils avaient le sentiment de voir deux oiseaux voler. Donc voilà, Janine qui a inspiré, tu peux nous dire un petit mot sur cette histoire, oui. Oui, c'était... D'abord, Jean avait raconté en premier l'affinité qu'il avait avec son grand-père, qu'il avait vécu beaucoup avec sa grand-mère. Et ça m'a rappelé que moi, ma grand-mère, je ne l'ai pas connue, c'est vrai. Elle n'est pas morte le jour de ma naissance, mais elle est morte 6 mois après. Ma grand-mère a été première d'atelier dans une grande maison de couture à Paris, chez Vort, qui était une grande maison à l'époque, qui habillait la cour de Russie. Enfin, c'était vraiment une maison de couture. Et donc, voilà, j'ai eu une passion pour cette grand-mère que je n'ai pas connue. Et elle m'a transmis son don, parce que moi, j'aime beaucoup aimé faire de la couture, j'ai jamais appris, et j'ai fait toujours beaucoup de couture. Voilà, donc, voilà d'où vient l'histoire, voilà, au point de départ de l'histoire. Et la petite église existe. Hein, oui, alors la petite église, c'est Jean qui peut nous raconter ce motif. J'ai été intrigué par ce panneau PSP qui était disposé le long de la route. Et la curiosité l'a emporté. Et je suis donc engagé, comme l'a raconté Benoît, à traverser une petite forêt. Et tout au fond de cette forêt, j'ai trouvé cette petite église, toute seule, complètement isolée, sans aucune construction autour. Elle existe, c'est la vallée, voilà. Elle est à côté de Monet, complètement perdue, en milieu d'un champ. Et ça m'a donné envie de chanter cette chanson, parce que il me semblait que cette chanson, c'était un peu avait été inspirée par cette petite église, hein, et donc c'est ça qui m'a décidé à la chanter. Parce que je vais vous avouer, je n'ai jamais chanté en public. Oui, mais il a tellement une belle voix. Merci en tout cas.